Je vais vous lire un entretien avec Gilad Atzmon par Sylvia Cattori. Gilad Atzmon parle de son livre The Wandering Who. Sylvia Cattori introduit son interview ainsi. Gilad Atzmon parvient à s'exprimer de manière originale et à mettre en question des idées reçues en faisant l'abstraction de tous les tabous dans un style novateur, frais et toujours bien informé. C'est avec grand intérêt que nous avons lu son dernier livre The Wandering Who, A Study of Jewish Identity. L'errance de qui? Une étude de l'identité juive. C'est un récit très émouvant et éclairant que chacun devrait lire. The Wandering Who, l'errance de qui? Que recouvre ce titre provocateur? Mon livre, The Wandering Who, s'efforce d'atteindre à une compréhension plus profonde de la culture juive et de la politique identitaire juive. Il cherche à aborder certaines questions que la plupart d'entre nous préfèrent éviter. Il y a 3 ans, l'historien israélien Shlomo Sand publiait son ouvrage révolutionnaire démantelant le récit fantasmatique de l'histoire juive. Dans mon livre, j'essaie de pousser la recherche de Sand un pas plus loin, d'examiner la très problématique attitude juive envers l'histoire, le passé et la temporalité en général. Il y a 5 ans, les universitaires états-uniens Mearsheimer et Walt ont publié une très précieuse étude sur le lobby israélien aux États-Unis. Là aussi, je m'efforce de reprendre leurs recherches au point où ils se sont arrêtés. J'essaie d'expliquer pourquoi le lobbying est inhérent à la politique et à la culture juive. Il y a 2 décennies qu'Israël Shach a publié son étude d'une importance cruciale sur le Talmud. Et dans mon ouvrage, je cherche à la prolonger et à saisir l'attitude profondément raciste et anti-goy qui est intrinsèque à toute forme de politique identitaire juive laïque. Qu'il s'agisse du sionisme, du socialisme juif et même de l'antisionisme juif. Dans The Wandering Who, j'essaie de passer au crible toutes les perceptions reçues concernant la politique identitaire juive. The Wandering Who est un témoignage très impressionnant. Il ne pourra pas être ignoré, y compris de vos adversaires. Je crois pouvoir dire sans me tromper qu'avant vous, personne n'a explicité certains aspects critiques de la question israélo-palestinienne de manière aussi franche. Votre analyse est importante pour quiconque cherche à comprendre ce que certains s'attachent à cacher et pourquoi. Et elle devrait conduire les gens qui ont été délibérément maintenus dans le noir et la confusion à y voir plus clair. Cela inclut bien évidemment les milieux progressistes. Merci pour votre soutien et vos compliments. Cependant, vous marchez sur un terrain miné. On se demande du reste si vous n'exposez pas vos idées et vos points de vue avec une telle force parce que, en tant qu'ex-israélien, vous éprouvez de la honte. C'est une bonne question. Je suppose qu'à un certain moment dans le passé, il est exact de dire que j'ai commencé à ressentir de la honte et de la culpabilité. Cependant, j'ai réalisé, il y a déjà plusieurs années, que la culpabilité ne devient un sentiment qui a un sens qu'à partir du moment où il se transforme en responsabilité. Contrairement à certains juifs antisionistes qui déclarent joyeusement et vertueusement « pas en mon nom », je sais très bien que chaque crime israélien est en effet commis en mon nom, en dépit du fait que je ne vis plus là-bas depuis de nombreuses années. J'en suis très troublé. Est-ce à dire que l'écriture de The Wandering Who a été pour vous une manière à régler un contentieux personnel avec la tribu? Pour être plus précis, ce n'est pas tellement la tribu que je critique, mais le sentiment racialement orienté du tribalisme qui est au cœur de toute forme de politique identitaire juive. Cette formidable remise à plat n'est-elle pas motivée par le désir d'encourager l'humanité à résister à ce que vous considérez être le réel danger, à savoir l'idéologie juive? Je suis en effet principalement préoccupé par l'idéologie. Je soutiens aussi que ce ne sont pas seulement les Palestiniens qui sont concernés. Je suis très alarmé par le lobbying juif acharné et sa puissance globale de déstabilisation. Le fait que l'AJC, American Jewish Committee, prône la guerre contre l'Iran est très inquiétant, mais je surveille également de près l'activisme juif de gauche, et je suis très troublé par ce que je découvre. Ce livre est-il aussi une tentative d'expliquer à vos lecteurs pourquoi il est si difficile de lutter contre la politique israélienne? Lutter contre Israël, pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'État juif, signifie tout simplement un conflit ouvert avec le plus grand pouvoir de lobbying existant au monde. D'une part, on se confronte à des institutions sionistes puissamment financées, et d'autre part, on est pris en chasse par le réseau juif soi-disant progressiste, qui est en fait principalement engagé à contrôler le discours. Il faut comprendre que, contrairement aux sionistes qui agissent ouvertement, les juifs antisionistes travaillent au même but, mais de façon clandestine. Vous dites qu'il convient de mettre au centre du problème le pouvoir juif, et qu'en même temps il convient de s'opposer au discours de certains antisionistes, que vous considérez comme trompeurs. Quand vous écrivez « Le sionisme n'est pas un mouvement colonial ayant un intérêt dans la Palestine », comme le suggèrent certains chercheurs, le sionisme est en fait un mouvement mondial qui est alimenté par la solidarité tribale unique d'une tierce partie. Vous mettez en question ce qui caractérise Israël comme un simple fait colonial. C'est en effet un point crucial. En quoi serait-il si difficile d'affirmer que ce n'est pas simplement du colonialisme?
En effet, je suis troublé par le manque d'intégrité intellectuelle et de cohérence dans le débat et au-delà. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que des années d'hégémonie juive, intellectuelle, au sein du discours de la solidarité avec la Palestine a conduit à une situation absurde dans laquelle la critique de l'État juif est principalement façonnée par des sensibilités juives. Essayez par exemple d'imaginer une situation dans laquelle notre critique du capitalisme serait formulée délibérément d'une manière excessivement prudente, juste pour s'assurer que les riches ne soient pas offensés. De même, essayez d'imaginer une autre situation tout aussi absurde, dans laquelle notre critique de l'idéologie nazie aurait à prendre en compte les sensibilités des tenants du déterminisme biologique et antisémite. Il semble tout aussi absurde que nous nous trouvions dans une situation où nous devons prendre garde soigneusement à ce que nous disons au sujet des droits palestiniens, de manière à ne pas offenser les juifs. Et oui, je le dis ouvertement, le sionisme n'est pas un mouvement colonial et n'en a jamais été un. Le colonialisme établit une relation claire entre une mère patrie et un État colonial, alors que le sionisme n'a jamais eu une mère patrie. Il est vrai qu'Israël présente quelques symptômes coloniaux, mais il se limite à ça. Le sionisme est entraîné par l'esprit de la suprématie juive et une notion fantasmatique de retour chez soi. Le trompeur paradigme colonial a été introduit par quelques penseurs progressistes, juste pour s'assurer que Marx n'est pas laissé en dehors du discours. Et à tout le moins intellectuellement, ce que nous voyons là est seulement amusant. Cependant, il est important de mentionner ici que le seul aspect véritablement colonial dans la réalité sionisme est la relation entre l'État israélien et les colonies. Là, les échanges indiquent clairement qui est la mère patrie et qui est le colon. Je voudrais comprendre pourquoi les défenseurs des droits des Palestiniens devraient s'abstenir de désigner Israël pour ce qu'il est véritablement. Quelle est selon vous la véritable raison de leur refus de traiter du pouvoir juif et de son impact politique désastreux? Je pense que quand il s'agit d'Israël et du pouvoir juif, tout humaniste, moi y compris, a un conflit à gérer. Je le formulerai ainsi. Comment puis-je dire la vérité sur Israël, le lobby et le sionisme, tout en maintenant ma position en tant qu'humaniste? Il m'a fallu de très nombreuses années pour apprendre à faire la différence entre le grain et la paille. J'ai appris à distinguer entre les juifs, les gens, le judaïsme, la religion, et la judéité, l'idéologie. Cette différenciation n'est pas exempte de problèmes, parce que, comme nous le savons, la plupart des juifs eux-mêmes ne savent pas où ils se situent dans ces trois registres. La plupart des juifs ne savent pas où le judaïsme finit et où la judaïté commence. De même, la plupart des juifs antisionistes ne parviennent pas à admettre qu'ils fonctionnent en fait dans des cellules politiques exclusivement juives. Nous avons affaire en effet à une identité politique très particulière. Elle est racialement orientée et profondément raciste. Elle est suprémaciste, mais imprégnée de victimisation. Cette identité véhicule une image universelle, mais en réalité elle est nourrie par des intérêts tribaux. Toutefois, dans mes écrits, je me limite à des questions concernant l'idéologie, judéité. J'essaie de saisir le sens unique de peuple élu, et d'observer comment il entre en jeu dans la politique, la culture et la pratique. Il est évident que pour le moment, il n'y a pas d'outil intellectuel pour limiter la critique de l'idéologie, et cela signifie vraiment que mes détracteurs se trouvent dans une situation désespérée. Ils n'ont pas les moyens intellectuels pour me réduire au silence, moi ou ma critique, alors ils se rabattent sur des campagnes de diffamation, ils me qualifient d'antisémite, de néo-nazi, de raciste, etc. Assez tragiquement pour eux, personne en dehors du circuit politique juif ne prend plus au sérieux aucune de ces accusations gratuites. Je voudrais aussi signaler que la notion de pouvoir juif pourrait prêter à confusion ou induire en erreur. Elle doit être précisée. Quand je parle de pouvoir juif, je me réfère strictement à la capacité des groupes d'intérêt juifs à exercer une pression politique. Et il est très important de comprendre ici, et je dois le souligner, que le pouvoir juif n'est pas du tout une conspiration. Il est affirmé très ouvertement au travers d'organisations mises en place pour exercer ces pressions et servir les intérêts juifs. Parmi ces groupes, on peut mentionner l'EPAC, l'AJC, le CFI, le LFI, etc. Les sionistes sont fiers de leur pouvoir de lobbying et en parlent ouvertement, ils s'en vantent. Ils se réjouissent de voir les membres du Congrès des États-Unis se mettre docilement debout pour ovationner le Premier ministre Netanyahou. Il est facile de vous suivre sur ce point et d'être d'accord avec vous quand vous dites qu'Israël et le sionisme représentent un projet unique dans l'histoire, et que la relation entre Israël et le lobby juif est également unique. Mais comme vous l'expliquez fort bien, quand vous et d'autres suggérez que c'est le pouvoir juif qui doit être affronté, la gauche juive, l'intelligentsia juive, les associations juives pour la paix vont se dresser pour vous stopper. Est-ce à dire que ces groupes font eux aussi clairement partie de ce que vous appelez le pouvoir juif? Absolument, ou au moins elles font partie du problème. Dans mon livre, j'explique très clairement qu'il y a une continuité idéologique complète entre le sionisme et le soi-disant antisionisme, ou la gauche juive en général.
Je fais une distinction entre l'antisionisme juif, qui est le plus souvent motivé par le tribalisme juif et se préoccupe principalement des juifs, et les antisionistes qui se trouvent être juifs. Ces derniers représentent une catégorie complètement innocente. Inutile de dire que beaucoup de mes partisans se trouvent appartenir à ce dernier groupe. L'antisionisme juif est là pour donner une apparence de pluralisme au discours de la diaspora juive. Pour quelques raisons, vous verrez 20 juifs antisionistes venir perturber un concert philharmonique juif. Mais vous ne verrez pas ces mêmes activistes venir soutenir un concert palestinien une semaine plus tard. En résumé, leur antisionisme n'est guère plus qu'une affaire interne juive. Cette question du lobbying est absente du livre Gaza en crise de Chomsky et Papé. Est-ce une surprise pour vous? Pas vraiment. Comme nous le savons, Chomsky s'est montré très critique à l'égard de l'étude de Mearsheimer et Wald sur le lobby juif. Je ne connais pas le point de vue de Papé sur la question. Autant que je sache, il s'abstient de tout commentaire sur le lobby. Je pense que l'on ne peut pas s'attendre à ce que chacun fasse tout le temps des commentaires sur tous les sujets. Compte tenu de son influence et de sa capacité à orienter les positions du mouvement de solidarité avec les Palestiniens, cette gauche juive doit représenter un casse-tête pour une personne comme vous. Je ne dirais pas que c'est un grand casse-tête, c'est une chose légèrement bruyante, à l'arrière-plan, c'est comme d'avoir une mouche dans la salle. C'est une nuisance qui ne va pas vous tuer, cependant il y a deux manières de la traiter. L'écraser avec un vieux numéro du Guardian, ou ouvrir la fenêtre pour la laisser partir. Je préfère la seconde option, elle est certainement bien plus humaniste. Il devient de plus en plus évident que ces éléments au sein de la gauche, dominés par l'idéologie juive, se sont rendus eux-mêmes non pertinents dans ce conflit et dans le discours. La gauche, qui a échoué à saisir l'impact anti-impérialiste de l'islam, est de toute évidence complètement coupée des affaires actuelles du monde. Ce n'est pas un secret que la gauche juive s'est opposée au Hamas et s'y oppose toujours. Ce n'est pas un secret que la gauche occidentale est dans la confusion au sujet de l'islam. La gauche anglo-américaine est aux prises avec une crise d'identité et d'autres formes de lutte pour la justice sociale. Pour ma part, je suis très attiré par l'attitude espagnole et latino-américaine envers la Palestine et l'islam. Quand vous évoquez le pouvoir juif, vous touchez un nerf très sensible. N'êtes-vous pas préoccupé par le fait que cela peut faire venir à l'esprit la question des protocoles des sages de Sion? Ne jouez-vous pas là avec le feu? Pour commencer, il est évidemment clair que je navigue au plus près du vent. Toutefois, vu l'état instable de notre monde, quelqu'un doit le faire, et il se trouve que c'est moi. En fait, au fil des années, j'ai beaucoup écrit sur les protocoles des sages de Sion, et j'ai maintes fois soutenu que les questions relatives à l'authenticité des protocoles sont en réalité complètement hors de propos. Le triste panorama que nous dévoile l'EPAC ou Halim Saïban, qui se propose ouvertement de transformer la politique états-unienne par l'intermédiaire du lobbying, des donations et du contrôle des médias, parle de lui-même. Sans parler de Lord Levy, qui est le collecteur des fonds numéro 1 du Parti travailliste britannique, au moment où le pays lance une guerre illégale contre un État arabe. Il est parfaitement clair qu'il n'y a pas ici de complot, et qu'il n'y en a jamais eu. Les lobbies juifs agissent ouvertement pour promouvoir ce qu'ils croient être les intérêts juifs. L'explication de tout cela est très simple. Les sionistes et les Israéliens se sont rendus compte il y a déjà de nombreuses années qu'il est beaucoup moins coûteux d'acheter un politicien occidental que d'acheter un tank. Un chapitre de votre livre est consacré au statut de l'Holocauste. Pouvez-vous développer? Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le maintien au premier plan de l'Holocauste sert à maintenir la primauté de la souffrance juive au centre de tout débat politique. Avec ce lourd nuage au-dessus de notre tête, nous n'allons pas être en mesure de répondre correctement, éthiquement, aux crimes commis par Israël au nom du peuple juif. Par conséquent, je crois vraiment que l'Holocauste doit être dépouillé de son statut religieux ou de façon générale de sa primauté. Il doit être discuté ouvertement et traité comme un chapitre historique. Je pense que cela arrivera bientôt et je suis très fier d'être parmi ceux qui poussent dans cette direction. Et une fois encore, mes principaux détracteurs sur ce front-là ne sont pas les sionistes, mais en réalité les soi-disant juifs anti-sionistes. Cette semaine, nous organisons une conférence à Freiburg, en Allemagne, au cours de laquelle nous nous proposons de discuter la question de la liberté d'expression concernant l'Allemagne, Israël et la Palestine. Comme on pouvait s'y attendre, les juifs antisionistes ont mené une vaine bataille pour saboter la conférence. Ils ont fait pression sur les orateurs et sur les organisateurs. Ils ont tous opéré exactement comme on pouvait s'y attendre. Ils ont sali, diffamé, étiqueté, ils ont fait pression, mais ils ont été complètement ignorés. Chose intéressante, les sionistes, eux, ont agi avec plus de dignité, en lançant une contre-conférence, le même jour à Fribourg. Chose également intéressante, un des fondateurs de l'International Solidarité Movement m'a dit qu'il préférait de beaucoup se battre contre un soldat israélien à un barrage routier que de se battre contre nos détracteurs juifs antisionistes. Je n'aurais pas pu être plus d'accord.